bonheur d'être jeune, j'ai failli dire le bonheur d'être jeune, quel lapsus contresens terrible. Et donc, c'est Daniel Tartakovsky qui va présenter donc, le livre avec le concours de d'Arthur. Voilà, pour allumer la rencontre et échanger. Et donc, n'hésitez pas à échanger de manière active aussi. C'est l'objectif. Oui, tout à fait. Alors, j'ajouterai à ce que vient de dire Pamela pour la machine à lire, d'abord les remerciements d'Espace Mars de nous accueillir aussi régulièrement et aussi gentiment. Et puis, d'autre part, eh bien, je voulais dire à quel point je me félicitais qu'on ait pu organiser cette rencontre et faire la liaison entre un moment important et rendu important par l'enquête de Paul Vaillant sur le malheur d'être jeune. Ça, c'est un point qui me paraît le départ d'une réflexion. Et comme tout élément lié à l'histoire, évidemment, il y a à la fois l'intérêt de resituer, de recontextualiser, et puis l'intérêt de mettre en parallèle le monde dans lequel nous vivons. Et de ce point de vue, Arthur Hayes nous a paru le plus à même d'en rendre compte, dans la mesure où, même s'il commence à vieillir sacrément, il a encore du temps devant lui, et dans la mesure où il rend compte d'une situation et d'une lutte extrêmement contemporaine, même si elle s'étale maintenant depuis quelques années, concernant très particulièrement à la fois les coursiers à vélo et la façon dont ils ont lutté, dont ils sont organisés et dont ils continuent à s'organiser. Et au milieu de tout ça, bien sûr, la préface à l'ouvrage réédité de Paul Vaillant-Couturier par Daniel Tartakovsky, qui est, pardon de le dire, mais quand même, une référence dans le domaine de l'histoire du XXe siècle et particulièrement dans le domaine de l'histoire des luttes du XXe siècle et des manifestations, toutes les formes de manifestations, et pourquoi pas celle de l'ouvrage de Paul Vaillant-Couturier au cours de ce XXe siècle. Donc, je leur laisse la parole. Je suis impatient, comme vous, de les entendre. Bon, je vais commencer par quelques mots. C'est pas une conférence, c'est un débat. Donc, je vous présente un petit peu le livre. Ensuite, ça marche pas. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Ça serait... Comme vous préférez, parfois c'est plus confortable. C'est peut-être mieux. Ouais. Donc, quelques mots sur le livre. Arthur réagit, puis après on y va. Hein. Bon, alors, c'est Vaillant-Couturier. Donc, je ne suis pas Vaillant-Couturier, même si la FNAC a écrit le dernier livre de Vaillant-Couturier, ce qui était vrai d'ailleurs. Donc, Vaillant-Couturier, c'est un ouvrage qui part en 1935. Vaillant-Couturier est alors rédacteur en chef de l'Humanité. Il l'avait été entre 26 et 29. Ensuite, il avait été emprisonné pour action antimilitariste. Donc, il redevient rédacteur en chef de l'Humanité. Et il lance une enquête. Il y a un appel qui paraît début février dans l'Humanité. Jeunes, écrivez-nous. Et alors, évidemment, il n'y a pas d'archives de l'Humanité pour des raisons que vous imaginez bien. Donc, on ignorera toujours le nombre de lettres qui y sont parvenues. Mais à l'évidence, il y a des quantités de lettres, puisque cet ouvrage va tisser les lettres qui lui arrivent de partout. Quand je dis de partout, je veux dire de toutes les catégories de jeunes. Et il les tisse autour d'une réflexion sur les questions qui sont les leurs. Ce n'est pas un livre en surplomb. Hein. Il y a une très, très large place qui est faite aux lettres de ces jeunes donc, qui ont répondu à un appel. L'enquête dure 5 semaines. Elle est publiée pendant 5 semaines dans le journal. Pendant 5 semaines, on a une page entière dans le journal. C'est assez considérable.
Ce n'est pas des lettres entières qu'ils publient, c'est des lettres inégalement longues en fonction de ce qu'ils disent. Et dès la fin de l'enquête, il y a un petit éditeur qui, à la compte du journal, l'édite sous la forme d'un livre. Donc, ce n'est pas les éditions du Parti communiste, c'est une petite maison d'édition qui édite ça tout à fait récente. Et l'ouvrage sera vendu à 35 000 exemplaires, ce qui est considérable. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1935 en 2 mots, hein. Donc, situation de crise économique et politique en France, hein. 31 pour la crise économique, 34 pour la crise politique. La droite classique est revenue au pouvoir. Le Parti communiste a engagé depuis juillet 1934 une politique d'union antifasciste qui s'est manifestée par un pacte d'unité d'action antifasciste avec les socialistes, puis un appel aux radicaux à élargir l'union antifasciste. C'est important parce que les radicaux, c'est les classes moyennes et les jeunes qui sont là sont des jeunes qui vont venir de toutes les catégories de la société. Les radicaux n'ont pas donné suite, les socialistes fronçaient les sourcils, et l'unité marque le pas. Dans une phase, on est à 2 mois des élections municipales qui vont traduire véritablement un tournant et qui vont véritablement engager la marche vers le Front populaire, mais là, il y a une espèce de creux, et cette enquête est publiée donc, dans cette espèce d'espace. Ça va mal économiquement depuis 1931, et où les solutions politiques, à l'évidence, ne sont pas encore mûres. Donc peut-être un tout petit mot sur Vaillant Couturier, indépendamment du fait qu'il est rédacteur en chef de l'Humanité. Quand il écrit ce livre, il a 43 ans. Il va mourir en 1937, hein, il meurt en 35 ans, 37, voire plus. Et l'ouvrage commence de la façon suivante. Pourquoi toujours les vieux ont fait parler les jeunes comme ils ont fait parler les morts? Alors c'est un vieux, 43 ans, mais ajoute-t-il immédiatement, il n'y a pas de conflit de génération. Il n'y a pas de conflit de génération parce que sa génération, c'est de Vaillant Couturier, c'est ce qu'on appelait la génération du feu. C'est cette génération qui, dit-il, avait la mort devant soi, comme maintenant les jeunes à qui il s'adresse, ceux qui ont écrit en 1935, ont la crise devant eux. Et donc, 2 jeunesses sacrifiées à 20 ans de distance, l'une dans la guerre, l'autre dans la crise. C'est intéressant de voir comment, dans une conjoncture particulière, une génération peut parler à une autre à partir de drames. Ce sont des drames différents, mais qui font qu'à l'évidence, l'appel a été entendu, puisque au total, on a ce livre. Alors, je m'arrête là pour le moment, à toi, et après, on voit ce qu'on fait. On a dit qu'après, on improvisait. C'était brutal. Est-ce que tout le monde entend bien au final ou... Oui. Ouais, ok. Alors, on m'a proposé de venir participer à ce débat autour de ce livre que je n'avais pas lu à la base. Donc, moi non plus. Hein. Et donc j'ai pu le lire. Et voilà, des témoignages de quasiment 100 ans maintenant, et qui ont en fait très facilement fait écho à ce qu'on peut vivre. Après, il y a quand même une précarité à l'époque. Les gens qui étaient dans la précarité et dans le travail ou au chômage, c'était les gens qui avaient du mal à se nourrir, qui mangeaient du pain, de la chicorée sans sucre. Peut-être qu'à ce niveau-là, les précaires, aujourd'hui, ont peut-être un peu plus de sucré à manger, mais voilà, il y a un écho en tout cas dans l'interprétation qui est faite de d'où vient leur précarité, comment est-ce qu'elle est en fait, manipulée par les gens qui l'ont créée, en fait, par la droite, par le fascisme, qui va orienter tout un côté de toute cette jeunesse précaire vers des solutions, vers des ennemis qui ne sont pas les bons. Ça, c'est des choses qu'on reprend, qu'on voit souvent arriver chez les livreurs, hein. Notamment depuis qu'il y a de plus en plus de livreurs qui sont des travailleurs sans papier. Et les tarifs de ces indépendants, de ces livreurs chutent. Et c'est effectivement parce que les patrons utilisent la précarité grandissante de leur personnel pour baisser les tarifs. En fait, on a des coursiers
comme tu disais avant, des barbus qui roulaient avec des vélos à 1 000 €, des fixies, comme on l'appelle, étaient plutôt des jeunes, mais issus du centre-ville, peut-être plus de classe moyenne ou plus élevée. Ils ont vu comme ennemi, comme principal responsable de la dégradation des conditions de travail, ils ont vu les étrangers, en fait. Donc, dans ce livre, on parle surtout des Italiens, il me semble, des migrants italiens. Là, aujourd'hui, ceux qui sont visés par ce genre de discours sont des migrants africains, du Moyen-Orient aussi. Mais voilà, en fait, on retrouve malheureusement, 80 ans plus tard, les mêmes réflexes issus de la jeunesse qui est précaire. Et le même énervement que moi, je peux retrouver dans mon syndicat, qui est en fait celui de parler à des collègues qui ne comprennent pas la situation, en fait, qui s'ils choisissaient le bon ennemi, s'ils décidaient d'apporter de la réflexion plutôt que des raisonnements très basiques tout a commencé à partir en vrille quand les étrangers ont été recrutés, s'il y avait une réflexion plus économique, sur d'où ça vient, le fonctionnement très classique en fait, d'une entreprise qui a pour but de voler ta valeur et de le faire en mettant tout le monde en concurrence. Voilà, on a cet énervement et qui est ressenti par plein de jeunes en fait, dans ce livre, qu'on retrouve en fait encore aujourd'hui. Et malheureusement, on le voit dans les intentions de vote après les sondages. On peut les manipuler, mais on voit qu'il y a un taux croissant de gens qui sont attirés vers l'extrême droite et vers des gens qui apportent des fausses solutions, évidemment, à cette précarité. Donc, il y a évidemment après le retour du paiement à la tâche, dont on a quelques témoignages dans le livre, qui avait été quasiment abandonné en France pendant des décennies, qui revient très lourdement, en fait, via l'ubérisation. Donc, on va dire l'ombre de la précarité de l'époque est en train de revenir et peut-être qu'on retrouvera des témoignages en 2025-2026 de jeunes qui diront qu'eux aussi se nourrissent qu'avec du pain et de la chicorée. Sachant que le prix du blé en plus va augmenter énormément. Enfin, on va arriver sur une augmentation forte des prix des produits de première nécessité et évidemment probablement une diminution des salaires, de la même manière qu'à l'époque, la précarité était utilisée pour rentrer dans un cercle vicieux qui ne donnait pas accès à tout le monde au travail, ce qui fait que quand on en avait un, il valait mieux qu'on se taise et ça nous permettait de baisser les salaires et évidemment de faire travailler 50 heures, 60 heures des gens pour une misère, ce qui excluait de plus en plus de personnes du travail et ce qui obligeait tout un tas de gens à accepter des conditions de plus en plus miséreuses. Voilà un petit peu l'écho que moi m'a fait ce livre. Effectivement, on n'est pas arrivé encore peut-être au même niveau que des témoignages qui ont été cités aujourd'hui. Et tout le but de la lutte qu'on essaie de mener chez les livreurs, mais toutes les autres luttes, c'est d'éviter d'en revenir là. Mais c'est intéressant ta réaction parce que après parce que je me connais, mon ami la Saint-Laurent, mais non, mais ceci dit, c'est vachement intéressant parce qu'on est en 1935, c'est-à-dire que par définition, on est avant 1936 et a fortiori, on est avant 1945. C'est-à-dire qu'on est dans cette France libérale où l'État social existe très marginalement, essentiellement par le biais municipal, mais les acquis de notre État social ne sont pas encore en place. Et le fait qu'on puisse trouver cette circulation que tu évoques entre la France d'aujourd'hui et celle de l'avant-État social traduit bien la nature de la crise, de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et avec laquelle il faut malgré tout avancer. Et peut-être que si on avait réédité ce bouquin, je ne sais pas moi, il y a 20 ans, on l'aurait pris pour un livre d'histoire. Ça aurait été un bon livre d'histoire. Ouais. Mais c'est clair enfin moi, je le connaissais, mais je croyais que je le connaissais. Mais je crois que à le relire maintenant, on va le lire maintenant, j'ai été effectivement absolument sidérée par... alors que les historiens se méfient toujours, on n'est pas là pour dire que rien n'a changé, etc. Mais on se retrouve... les questions que se posaient des jeunes, et après si vous voulez sur la notion de jeunes, dans cette France libérale des années 30, et c'est la crise du libéralisme,
C'est cette crise du libéralisme qui va donner naissance à l'État social dans la plupart des pays du monde entre 35, 36, 37 et puis la libération. Ça nous permet de cerner, hélas, la situation dans laquelle on se trouve. Oui, vas-y. Oui, bon, je n'ai pas lu le bouquin, vous me donnez envie de lire, évidemment. La question que je me pose, c'était quelle était l'intention de Paul Vaillant-Couturier en interpellant la jeunesse? Parce que si je faisais le parallèle avec nos jours aujourd'hui, c'est que nous aussi, on interpelle la jeunesse. Parce qu'elle a son avenir en main. C'est à elle aussi de le prendre. Nous, voilà, je crabe, hein, même plus âgé que Paul Vaillant-Couturier. Et c'est une vraie interrogation. Et dans le titre, là, Le malheur d'être jeune, ça pose la question de l'avenir, en fait. C'est maintenant que ça se construit. Donc, quelle était son intention à l'époque? Est-ce que c'était juste du témoignage pour faire bouger, je dirais, les instances politiques du moment, ou est-ce qu'au contraire, c'était une interpellation vis-à-vis des jeunes en disant prenez-vous en main, bougez? C'est une excellente question à laquelle je n'ai que des hypothèses pour répondre. C'est un livre étrange du point de vue de l'histoire politique. Vaillant-Couturier est non seulement rédacteur en chef de l'Humanité, mais il est à la direction du Parti communiste. Le livre se situe en très léger décalage par rapport, je dirais, aux éditoriaux de l'Humanité et les éditoriaux politiques de l'Humanité durant la même période. D'abord parce qu'il s'adresse à des individus. Le Parti communiste, c'est le parti du nous. Et il y a des organisations de jeunes qui disent nous. Et là, ici, jeunes écrivez-nous, et c'est ceux qui lui écrivent disent je. C'est un texte relativement rare dans la littérature communiste des années 30. Si j'ose dire, il y a une stratégie politique dont il est prenante qui est à l'œuvre. Il y a des discussions pour la réunification syndicale qui patinent. Il y a cet accord d'unité d'action à poursuivre, ça patine, mais les questions sont posées. Elles sont tellement posées que 2 mois plus tard, il y a les élections municipales et que les listes de rassemblement populaire l'emportent haut la main et que ça précipite le processus de rédaction du programme du Front populaire, la grande journée du 14 juillet 1945, le processus. Bon, là, il bloque, mais encore une fois, 2 mois plus tard, c'est débloqué. Donc, malgré tout, c'est là. Et ce n'est pas de ça dont il parle. Alors, pourquoi sachant qu'encore une fois, il y a des organisations, que l'ensemble des formations politiques, droite ou de gauche, ont alors des organisations. Le rapport entre organisation adulte et organisation de jeunes n'est pas subtilé aujourd'hui. C'est en 1968 qu'il y aura une rupture entre les organisations jeunes et les organisations adultes et qu'on retrouvera dans un autre monde. Mon hypothèse, mon hypothèse parce qu'il en parle beaucoup dans son bouquin, il y a toute une série de journaux dans la grande presse qui ont engagé soit des enquêtes, soit des assises de la jeunesse. Donc, l'ensemble des formations politiques s'adressent aux jeunes, notamment l'extrême droite. Là, on retrouve un peu... Et par ailleurs, il y a déjà une enquête qui est parue dans la presse, dans la grande presse, la grande presse de formation commune. Vaillant-Couturier, il est très sensible à. C'est un homme de presse, c'est un homme d'écriture, c'est un écrivain par ailleurs, c'est un homme de culture. Et peut-être qu'il a été sensible au fait qu'il y avait un truc qui se passait, qu'il ne fallait pas passer à côté et qu'il fallait leur parler. Bon, il fallait voir ce qu'ils avaient à dire. Mais ce livre est une anomalie rapportée à la littérature classique, je dirais, y compris dans le même journal. Par ailleurs, tu disais qu'il y avait aujourd'hui des choses qui étaient faites en direction des jeunes collectifs, mais moi, j'en fais pas des torts, en fait, de
démarche consistant à entendre la parole des jeunes coincés par la pandémie. Ben, si, dans je m'excuse de reprendre la parole, mais dans l'intro, je cite au moins 6 enquêtes très contemporaines, hein, puisqu'à la fin de l'intro, je dis l'histoire ne se répète pas, mais enfin, par ailleurs, et je cite au moins 6 intros qui ont été faites, 6 enquêtes qui ont été publiées par l'IB, etc. Alors, la paupérisation. C'est pas la même chose d'avoir des enquêtes sur la paupérisation, y compris faites par l'IB, que d'avoir un parti communiste qui est quand même qui a engagé en 1935, qui est à la porte de quelque chose. La preuve, c'est que ça va marcher, si j'ose dire. Ça n'a pas sans doute pas le même retentissement politique. Mais dans les jeunes parlent de leur vie quotidienne, tu as raison, ils disent qu'ils boivent de la chicorée sans sucre. Hein. C'est extrêmement intéressant sur la vie quotidienne de ces jeunes. Il y a beaucoup de femmes. Et la place qui est faite aux femmes est tout à fait étonnante aussi, là encore, par rapport au discours classique, aux intérêts classiques de la presse communiste des années 30. Il y a une attention à ce qu'on appellerait le harcèlement aujourd'hui. Alors, le mot n'existe pas, mais c'est bien de ça dont on parle. Il y a une attention aux limites de la prostitution organisée, le harcèlement poussé jusqu'à son terme. Il y a une attention portée au fait que quand on n'a plus de la chicorée à boire son sucre, fonder une famille ou même continuer à avoir une vie. Alors, on ne dit pas de couple parce que c'est les années 30, mais en fait, la question, ça a long terme. Donc, on parle de soi dans les lettres. Hein. On parle de. Donc, on n'est pas dans un échange politique. Et ça fait partie des anomalies de l'ouvrage et de la richesse de l'ouvrage. C'est qu'on a brusquement une plongée dans la vie quotidienne de ces hommes et de ces femmes. Alors, entre 16 et 35 ans, hein, dans ce type de réponse, c'est un assez large panel. La notion de jeune est une notion floue à l'époque. Donc, tu dis qu'ils ont des témoignages c'est pas politique, mais je trouve que justement, il y a dans les témoignages des analyses qui sont très fines au milieu justement de faits de manger, boire, ci ou ça. Et donc, j'avais une question pour les vieux crabes, comme tu dis, hein, les vieilles militantes. Voilà, je me place encore en tant que jeune. Non, ça va. C'est bientôt fini. Mais en gros, c'était ce que vous sentez qu'au fur et à mesure des années de militance, qu'il y a eu une dépolitisation de la jeunesse, un écartement de l'intérêt de l'engagement politique. Est-ce que les jeunes s'engagent ailleurs ou est-ce que vous pensez qu'ils jouent juste plus aux jeux vidéo et qu'ils sont plus dans le loisir individuel? Parce que moi, pour le coup, je ne peux pas trop témoigner de ce qui était avant, mais je me posais la question. Si ça a toujours été les mêmes galères. Moi, je sais que l'ennemi de quelques réunions qu'on a organisées, ça pouvait être des jeux vidéo. C'est pas si cher d'avoir un jeu vidéo, on peut y jouer des milliers d'heures, etc. Chez soi, même si je pense qu'au final, peut-être ce qui a vraiment empêché le plus, c'est que les jeunes à qui on s'adresse, parce que la plupart des livreurs sont jeunes, en fait, ils ne croient pas du tout qu'on puisse gagner, quoi. Et est-ce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire, s'il y a une dépolitisation, est-ce qu'à l'époque, les gens ils pensaient plus pouvoir gagner des victoires sociales? Moi, je peux donner qu'un témoignage, parce que c'est difficile d'avoir, il n'y a pas eu un travail politique ou un travail sociologique qui a été fait sur ces questions-là. Mais moi, ce que je ressens, c'est que les jeunes, tout dépend dans quel milieu ils sont, dans quel milieu social et quels parents ils ont. Parce que j'ai pu constater que mon petit-fils, qui a 10 ans, il s'intéresse au présidentiel et il s'intéresse aux enjeux des élections aujourd'hui. Et il m'a interpellé là, aux dernières vacances sur les candidats et sur le sens, tu vois, de la différence qu'il pouvait y avoir en gauche entre Mélenchon et puis bien Roussel. Ça veut dire, moi, ce que je ressens, c'est que, et à côté de ça, j'ai mes petites filles qui ne vivent pas la même situation, qui n'ont pas des parents qui parlent politique, qui évoquent, je dirais, les enjeux de la situation. Et donc, elles ne m'ont pas évoqué, elles se sont intéressées à la discussion, puisque c'est à peu près du même âge, hein, et donc elles ont aussi posé des questions à la suite, mais ce n'était pas naturel. Donc, ce que je crois, c'est qu'effectivement, selon le milieu dans lequel tu es,
évidemment, les questions sont plus ou moins évoquées. Et je pense que c'est plus une dépolitisation, qu'on soit clair, une distance à l'égard de la politique, plutôt qu'une dépolitisation, qui s'est aggravée, je dirais, dans la société d'aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas, mais effectivement, ça émerge beaucoup moins. C'est un point de vue tout petit, hein, je dirais, sur la manière dont moi je vis les choses. Enfin, moi, la difficulté que je ressens, c'est de pouvoir échanger. Je veux dire, bon, j'ai craqué. Et effectivement, on sent cette distance avec le politique que moi, je représente en tant que militant pendant un train. Et moi, je suis persuadé que les jeunes, ils ne sont pas hors sol, ils sont très concernés par ce qui se passe, mais peut-être qu'il y a cette distance. Peut-être aussi, d'ailleurs, ce reproche, hein, quelque part. Cette société, c'est vous qui le faites. Du coup, je me dis, j'aimerais bien qu'on fasse un truc comme ça maintenant. C'est-à-dire des témoignages de jeunes. Parce que ce que je faisais état, évidemment, il y a des enquêtes qui sont faites de qu'est-ce qu'attendent les jeunes de la politique, est-ce que on les met au devant de la scène sur la défense du climat, par exemple. Et puis oui, celle qui quand même fait la jeunesse un de ses axes de campagne. Moi, j'ai une vraie interrogation sur ce que pensent les jeunes et ce que veulent les jeunes. Quand j'étais jeune, je refaisais le monde. Voilà, je refaisais le monde, avec les copains, au café, etc. C'est aussi des conneries. Là, je me dis, comment ils le refont? Alors, c'est pour ça que je me disais, est-ce que Paul Vaillant-Courtely, une de ses intentions, c'était ça, c'est de dire comment on peut interroger la jeunesse sur ce qu'elle vit aujourd'hui et ce à quoi elle aspire. Un mot sur Vaillant Couturier, et puis peut-être plus sur ce. Après la victoire du Front populaire, le Parti communiste, qui est le parti qui a le plus gagné, troisième position, les trois partis socialistes radicaux, soutient le gouvernement sans participer. Vaillant Couturier écrit dans son édito de l'Humain, nous ne revendiquons rien que le ministère des Masses. On va lui demander d'expliquer ça, mais il l'écrit. D'une certaine manière, le bouquin, c'est un peu ça. Ça patine, mais bon. Il joue sur un autre terrain et il en appelle à ces jeunes. C'est un peu le ministère des Masses. Ça pourrait être le ministère des Masses. Mais moi, il me semble, on en parlait avec Juliette là, tout à l'heure avant d'arriver. Bon, c'est la génération du feu qui parle à la génération de la crise, mais c'est le même monde. C'est le même monde. D'ailleurs, la crise, elle est le fruit de. D'abord, c'est hier, 18 et 34, c'est hier pour vous. Faites le calcul et regardez ce que ça donne. Donc, et la montée du fascisme en Europe, Hitler 33, donc 2 ans avant le bouquin, enfin 1 an et demi même, tout le monde sait que c'est les conséquences de Versailles, c'est les conséquences de la guerre. Donc, 43 ans, même quelque part, ils parlent la même langue. Ils parlent la même langue. Le système de référence et le fait qu'un autre monde est possible, mais là, je fais délibérément de l'anachronisme, il est là parce que il parle de l'Union soviétique dans le bouquin, il n'en parle pas dans les termes convenus, il n'en fait pas un modèle, il en fait une espèce de mythe au sens où le mythe est porteur, ou d'utopie, si vous voulez. Pour lui, on en est au tout début de quelque chose d'autre, d'un autre monde, mais et ça, c'est pas le modèle soviétique dans la crise des années 30 déborde très très largement le Parti communiste, dans la mesure où l'Union soviétique n'est pas touchée par la crise. Alors, 40 ans après, les économistes diront que c'était plus compliqué que ça. Enfin. Et ça apparaît comme un rempart au fascisme. Donc, oui,
d'abord, ils vivaient dans le même monde, et dans ce monde-là, il y avait un ailleurs, et on marchait vers cet ailleurs. On était dans une conception, qu'on appelle la conception positiviste de l'histoire. Hein, il y avait une marche en avant. Alors la marche, elle pouvait être très compliquée, mais et c'est vrai que oui, je suis d'accord. Hein, ils font de la politique. Une partie des jeunes font de la politique au sens où ils dénoncent très clairement l'adversaire. Je suis d'accord avec toi, mais ils ne se mêlent pas du tout de ce qu'on appelle la politique politicienne. Enfin, il y en a pas un qui parle du parti radical, du fait que le parti radical traite du pied. Enfin, pas du tout. C'est ça que je pense. Et le problème, c'est que nous, les vieux, là, hein, génération des 30 glorieuses, génération de la croissance, on n'a pas la légitimité, on peut se réclamer de vaillants couturiers pour parler à la génération d'après. Ce n'est pas les mêmes souffrances, mais ils peuvent. Et la preuve, c'est qu'on n'y arrive pas. Alors que je suis d'accord, hein, etc. Mais nous sommes, je parle des vieux, la génération des 30 glorieuses. Nous avons beaucoup milité, nous avons beaucoup tracté, nous avons beaucoup parlé, et nous pensions que, rappelons-nous, je parle toujours aux vieux, les années 70, enfin, le socialisme, en tout cas la démocratie avancée, c'était là, c'était vraiment un problème de quart d'heure. Et maintenant, on parle à une génération qui, quand elle parle d'avenir, raisonne en termes de catastrophe climatique. C'est ça l'horizon, ce qui pourrait être un horizon qui n'est certainement pas d'attente et contre lequel il faut lutter. Et je pense que la difficulté à connecter, je sais, vous voyez, je ne trouve même pas le mot. Il y a une vraie difficulté. Moi, juste une réflexion. Je veux dire, c'est quand même des générations, je parle de la jeunesse aujourd'hui, hein. Pas forcément celle qui est plus jeune. En fait, ils sont nés dans la crise, ils sont nés dans le déclin, je dirais, des conquis sociaux, ils ont la plus grande partie, et moi je vois comment mes plus grands se sont adaptés à la situation, et donc, par exemple, pour manifester leur envie de vivre différemment, ils sont devenus, il y en a un qui est devenu auto-entrepreneur, ça, malgré tout ce que j'ai pu lui dire et lui expliquer sur la condition de vie et de travail. Ah, mais je ne leur veux pas, on continue à débattre et on discute. Voilà, mais c'est ce que je vois émerger. Je me dis qu'il y a plus de responsabilité, tout ça, mais ce que je sens quand même, c'est qu'ils sont dans une espèce d'adaptation un peu résignée, je dirais, à une situation qui leur est imposée. Et malheureusement, je ne vois pas beaucoup de forces politiques qui parlent de bonheur, justement, et qui parlent d'avenir qui soit un petit peu différent que l'aggravation de la crise. Quand j'ai discuté avec quelqu'un pas récemment, il me dit, mais de toute façon, dans les mois qui viennent, d'abord, oui, mais c'était non, je le savais. J'étais à la radio à Seton hier, et donc on discutait sur la situation politique, et à un moment donné, je lui parlais justement de plein emploi, de choses comme ça, et la collègue, elle me répond en me disant, mais non, de toute façon, ça fait 20 ans que la situation industrielle se délite, que les entreprises ferment, etc. Et c'est vécu comme une fatalité, c'est pas vécu comme quelque chose d'organisé, de structurel. Voilà. Et donc, à partir de là, comme c'est pas vécu comme quelque chose de structurel, eh bien, ça devient quelque chose de fatal. Tout de suite, on est dans l'adaptation-résignation, et certainement pas dans la conquête de jours meilleurs. Là, on met des sparadraps. Voilà. Enfin, bon, et moi, je trouve que souvent, on apparaît comme des hurluberlus. Enfin, je dirais, justement, quand on propose un autre regard sur l'avenir, on apparaît comme des gens déphasés. Et on me dit, mais c'est étonnant. Alors, ça, c'est une autre anecdote, mais dire, peu importe le lieu, mais il y a quelqu'un qui me dit comme ça, il me dit, mais tu as autant d'énergie que quand tu étais jeune. J'ai dit, oui, j'ai autant d'énergie que quand j'étais jeune, parce que le regard que je porte sur la société, ce n'est pas un regard simplement critique, c'est aussi la volonté d'aller vers l'avant, de construire des choses et peut-être de permettre aux jeunes
de s'approprier des outils de réflexion et d'action qui leur permettent de construire leur propre devenir. Et peut-être que c'est ça aussi notre problème avec la jeunesse aujourd'hui, c'est d'apprendre telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, l'apprendre telle qu'elle est, et d'examiner avec eux, finalement, où sont les blocages par rapport à leurs aspirations, à ce qu'ils ont envie d'être et de faire. Moi, la société qu'ils veulent, à la limite, c'est leur affaire. J'ai une petite idée, moi, sur ce que j'ai envie de vivre, mais je ne sais pas ce que ma fille, mon fils, mes petits-enfants, et puis les jeunes d'aujourd'hui, ont envie de porter. Et c'est peut-être ça que essayait de faire Paul Vaillant-Couturier, c'est-à-dire peut-être de nous dire, attention, je veux dire, nos intentions, elles sont bonnes sur le plan politique. Mais la société que l'on veut construire, c'est les jeunes d'abord, qui vont la construire, contribuer bien sûr, hein, mais c'est les jeunes qui vont construire leur propre espace de vie, leur propre société, et peut-être qu'il faut essayer, nous aussi, un peu plus âgés, ou engagés politiquement, d'avoir une autre perception de cette jeunesse pour savoir ce qu'ils veulent vraiment, est-ce qu'ils sont prêts à engager d'eux-mêmes, y compris, pour faire bouger la situation. Et tu vois, moi qui suis née en 75, je me demande si avec la génération qui arrive là, c'est-à-dire ces enfants qui vont avoir grandi en voyant la pandémie, même ces jeunes en fait, parce que les étudiants qui ont 20 ans, on a eu raison, qui sont dans des villes désertes à faire du vélo pour livrer de la bouffe à des gens qui sortent chez eux, ben, c'est quand même un truc hallucinant. En plus, on est à l'aube de la guerre. Donc moi, je suis une génération qui n'a pas connu la guerre sur le plan européen. On n'est pas à l'aube de la guerre, on est dans la guerre en plus. Bon, bref. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que moi, à ma génération, j'ai toujours été dans une forme de résistance, c'est-à-dire que on était à l'aube que ça marche aux 30 Glorieuses, et ça s'est dégradé, et on a fait tout ce qu'on a pu pour que ça ne se dégrade pas trop. Mais là, j'ai l'impression que la génération qui est actuellement en train de travailler avec toi, en fait, eux, c'est des gens pour qui ça a déjà foiré, on est dans autre chose, en fait. Et peut-être qu'on est dans une situation qui est... Parce que tu disais qu'au moment du malheur d'être jeune, de l'écriture de ce livre-là, les acquis sociaux n'avaient pas du tout la même mesure que celle qu'il y a aujourd'hui. Donc peut-être aussi qu'ils étaient en sorte à une sorte de c'est pas une aube, parce qu'il n'y a pas de théologie, mais en tout cas, ils étaient incapables d'imaginer ce que serait la sécurité sociale dans les années 60. Enfin, c'est la science-fiction, dans le meilleur des cas. Et peut-être que là, par exemple, sur les questions de climat, on n'est pas du tout en mesure d'imaginer ce qu'il va y avoir dans 30 ans. C'est-à-dire qu'on va vraiment changer, c'est rien. Mais ce n'est pas le cas de moi. Moi, j'ai grandi en résistant, en constatant que les services publics étaient abîmés. Voilà, j'ai fait que ça toute ma vie. Et le capitalisme était de toute façon trop bien installé. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Pas manifester. Je voulais dire qu'il y a une réalité et puis les mots qui sont mis sur cette réalité. Et de ce point de vue, aussi bien la belle époque que les 30 glorieuses, de périodes différentes qualifiées par une expression qui retient de l'époque en question ce qu'elle a de meilleur, ces deux expressions, alors pour la belle époque, je ne peux pas tellement en témoigner, mais pour ce qui est des 30 glorieuses, j'ai entendu l'emploi de ce terme, j'ai vécu l'époque des 30 glorieuses et je ne l'ai absolument pas vécu comme méritant ce qualificatif. À cette seule différence, il y avait effectivement un côté, entre guillemets, glorieux dans les luttes et dans la perspective, dans le fait que les discours politiques de transformation de la société étaient crédibles, paraissaient crédibles, à la fois d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire qu'on comptait un peu les pays du camp dit socialiste, et puis quand il y en avait un de plus, on disait, bon, on va finir par basculer dans une situation où le rapport de force mondiale va être favorable. Et on peut dire un peu la même chose dans le domaine de la politique intérieure, même si c'était beaucoup moins net. Donc, il y a tous ces éléments. Mais ce qui me paraît intéressant dans la démarche de Paul Vaillant-Couturier, c'est d'abord le fait qu'il ose le titre, Le malheur d'être jeune.
qui est quand même un titre extrêmement provocateur, à la fois parce qu'il dénonce une réalité, mais ensuite parce qu'il ne paie pas la jeunesse de mots. Il ne dit pas à la jeunesse, vous pouvez être heureux, nous, on ne peut plus parce qu'on est vieux. Il parle du malheur d'être jeune. Bon, ça fait penser à la célèbre formule de Paul Nizan quelques années plus tard. Donc, il y a à la fois cette démarche-là, et puis aussi, là, ça me paraît terriblement novateur, c'est le fait, comment dire, de drainer des témoignages individuels pour aller vers le collectif, et non pas le contraire. D'accord pour les Trente Glorieuses, ça va gagner du temps, mais je suis évidemment d'accord. J'avais l'époque aussi. Mais par rapport à ce que tu disais, Juliette, c'est vrai qu'en y réfléchissant, les jeunes qui répondent, ils ne sont pas dans la nostalgie. Bon, ils parlent de ici et maintenant, mais ils envisagent, il y a des propositions dans ce qu'ils écrivent. Alors, ce n'est pas des propositions de loi, c'est pas, mais voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qui serait possible. Alors, je ne dis pas qu'ils sont en train de fabriquer le programme du Rassemblement populaire, hein, c'est pas, mais malgré tout, je n'y avais jamais pensé, mais il ne se réfère pas à un monde heureux dans lequel la crise serait venue. Et d'ailleurs, ce n'est pas la crise. Enfin, quand ils attaquent l'adversaire, c'est le capitalisme, non pas les patrons, mais leurs patrons. Et on n'est pas dans... Donc on est dans une attaque globale d'un système, et donc pas simplement des effets je dirais, conjoncturels d'une crise qui a aggravé. Si on essaie de faire un parallèle entre les deux époques, celle-là et la nôtre, dit 2 ans, pas un an après, un an et demi après, c'est l'enclenchement vers le Front populaire. Le processus, il est enclenché. Dans le temps très court du bouquin, c'est le moment où ça bloque. Le processus, il est enclenché le 12 février 1934. Quelle part elle prend à la jeunesse? Cette jeunesse qui s'exprime là, dans le... Alors, il faut bien voir encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la jeunesse, enfin, il n'écrit pas à la jeunesse, il écrit à des jeunes, donc à des individus. Je vous l'ai dit, toutes les formations, y compris les catholiques, de très puissantes organisations de jeunes, ce sont sans doute les catholiques qui ont de puissantes organisations de jeunes filles, de jeunes hommes, bien sûr. Et quand je regardais là hier soir, j'avais oublié, mais les organisations signataires du programme de Front populaire, donc il y a une centaine d'organisations indépendantes des 3 partis. Il y a une bonne quinzaine d'organisations qui sont jeunesse, etc., enfin, qui sont des déclinaisons jeunes, des organisations centrales, mais alors quelle part prend la jeunesse? C'est pas une notion, en fait, c'est pas une notion sociale. Au sens où on parle de la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en 1935, la scolarité obligatoire, c'est jusqu'à 13 ans. Donc, une partie de ceux qui écrivent travaillent. 14-15 ans, alors ils travaillent dans les fermes, si c'est à la campagne, ou ils travaillent comme apprentis. Alors là, on a une surexploitation qui est bien décrite par ceux qui... alors, quand on est dans les milieux populaires, le jeune, c'est ceux qui... c'est entre 13 ans et l'âge du mariage, parce que jusque-là, on vit chez ses parents. Et donc, le petit salaire qu'on rapporte, on le donne à la famille. Hein. Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est des jeunes travailleurs. Ils sont travailleurs avant d'être jeunes, je dirais. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est que Vaillant Couturier, il extrait quelque chose qui ne se posait pas en tant que tel. Il leur dit, mais vous êtes jeune, et alors qu'est-ce qui se passe de plus ou autrement? Mais la place qu'ils occupent, et d'ailleurs certains l'expliquent très bien, c'est en tant que travailleurs ou travailleuses.
Et c'est pas, il n'y a pas de spécial. Alors, dans les milieux un peu, enfin, dans les classes moyennes, pour aller vite, parce que il y a beaucoup, et ça c'est très original aussi, il y a des artistes qui répondent, il y a des jeunes artistes, il y a des étudiants qui répondent, il y a des... Vaillant Couturier connaît très bien les milieux intellectuels et donc étudiants, et donc il y a tous les milieux du monde de ces classes moyennes libérales. Alors là, le jeune, on est jeune jusqu'à la fin de ses études, parce que c'est pas tout à fait la même. Donc, alors par ailleurs, les organisations de jeunesse, le jeune communiste, c'est un communiste jeune. C'est pas, voilà. Et le jeune catholique, c'est un catholique jeune, ce qui peut donner des pratiques un peu différentes. Donc oui, ils sont acteurs. Il y a des lettres qui viennent de jeunes se réclamant des croix de feu, des jeunesses patriotes. Alors, c'est des lettres qui ont été sollicitées, peut-être. Mais peut-être pas. Donc, ils sont acteurs, mais ils sont pas principalement... Oui, excusez-moi, je n'ai pas été au bout de mon raisonnement. Et on vote à 21 ans. Hein? Donc, jusqu'à 77, c'est-à-dire à condition d'être un homme. Parce que si c'est une femme, on ne vote pas du tout. Et si on est un immigré, il y a tout un chapitre consacré aux immigrés qui sont effectivement une immigration européenne en 1935. Donc, on a là tout un monde qui est un monde acteur, qui participe au grève et qui va participer au grève de 1936. Ce qui est intéressant avec le Front populaire, avec 1936, c'est que précisément tout ce monde entre en politique sous des formes nouvelles. Et la lutte antifasciste, et là c'est 1934, a été les manifestations antifascistes, mais ce n'est pas des manifestations, c'est des manifestations l'avenir en dépend, je dirais, mais pas tout à fait dans de la manifestation ritualisée qui met aucun critique. Donc, oui, ils sont acteurs, mais il n'y a pas de spécificité de leur... Enfin, ils sont acteurs en fonction de l'emploi ou de la situation qu'ils occupent dans cette période-là. Étant entendu quand même que cette situation permet à tous ceux qui sont exclus de la citoyenneté au sens du vote de se politiser, d'entrer en politique et d'être des acteurs de premier plan, ce qui... On va les retrouver en Espagne, on va les retrouver dans la résistance. Hein. Donc c'est de la politisation au premier chef, mais qui ne passe pas par des formes spécifiques des organisations de jeunes. J'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est là peut-être que Arthur pourra m'éclairer. C'est le rapport du jeune ou des jeunes, de la jeunesse, à l'organisation. Donc là, si je comprends bien, ce sont des jeunes travailleurs ou des travailleurs jeunes. Donc l'organisation syndicale, l'organisation politique, dans le contexte de l'époque, ça doit être assez naturel, semble-t-il. Ok. Là, aujourd'hui, ma vision, c'est que ce n'est pas naturel du tout. Il y a même un rejet de toute organisation, d'ailleurs, associative. Quelles peuvent être les différences de rapport entre les deux époques, de rapport entre les jeunes et l'organisation en tant que telle? Un mot, je te donne la parole. Le taux de syndicalisation, le taux de syndicalisation est extrêmement bas avant 1936. Hein, c'est 1936 qui fait basculer un taux de syndicalisation qui est beaucoup plus faible en Angleterre, en Allemagne, pour tas de raisons. Et l'adhésion à un parti, ça n'a pas la dimension. Donc, je vais acheter l'humanité dans les années 30, c'est être communiste d'une certaine manière. On ne cherche pas forcément à faire du recrutement parce que c'est dans des périodes où la répression, etc. Donc, la notion de parti de masse ou d'organisation de masse, pour le syndicat. Alors, ils participent aux grèves à part entière, mais c'est une non-question, ma période. D'accord. À toi.
Bon, après, il n'y a pas d'analyse, hein, c'est sociologie de comptoir, hein, ce que je vais raconter. Mais parfois, j'ai un peu, en fait, l'impression que ce qu'on a pu apprendre à l'école, c'est que certains hommes, certaines femmes avaient changé leur pays, le monde. Et on nommait dans ce qu'on apprend dans les cours, en fait, on essaie de présenter des personnes pour donner un petit peu envie d'être ces personnes. On oublie qu'en fait, elles ont rarement été toutes seules, ces personnes, à l'UD. Et ça, moi, des vagues souvenirs que j'ai à l'école, on présente des individualités. Et je pense que, et puis on nommait d'expliquer tout le travail immense qu'il y a derrière chaque personne qui est arrivée à faire évoluer la société, tous les gens qu'il y a derrière, parfois devant, même de côté. Genre l'histoire, parfois, peut-être peut mettre sur le devant des personnes qui étaient à l'époque vues comme plus étant en arrière. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne présente pas ça comme un travail de groupe. Et c'est une interprétation que j'ai en tout. Parce que j'ai l'impression que quand on organise une grève, par exemple, et que des livreurs viennent, déjà, ils ne demandent pas forcément à venir aider à organiser, etc. On essaie de leur expliquer le travail qu'il y a derrière, de venir s'inscrire dans le syndicat, même ils venaient au début à des réunions, pas obligé de se syndiquer dès le départ, mais nous, pas trop, on viendra à la grève. Et il y a une sorte de, genre, on a fait la grève, on était beaucoup, on n'a pas gagné. Et nous, on est là, en fait, évidemment qu'on n'a pas gagné du premier coup. Et parfois, il y a des gens, ils prennent le mégaphone, ils parlent aux livreurs qui ne sont pas en train de faire une grève, et ils balancent un truc avec la hargne, parce que moi, j'ai du mal à l'avoir au mégaphone. Et les livreurs en face, ils sont là, genre, laisse-moi prendre mon burger, quoi. Et tu vois le visage de ces gens, genre, ah ouais, j'ai pas lancé quelque chose. Après, il y a peut-être une question de, genre, est-ce que les gens savent qu'il faut mettre tout cet effort pour arriver à quelque chose, à construire quelque chose de collectif, alors que ça devient plus qu'une occupation passagère, hein, ça finit par prendre toute ta vie pendant le travail, après le travail. Moi, ça me prend beaucoup de temps personnellement. Et est-ce qu'ils n'ont pas envie? Ça, c'est l'autre solution. Genre, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a tout ce travail à faire? En fait, on ne va pas le faire. De toute façon, le monde, il est foutu. Et il y a une sorte de fuite dispersée, ce qui peut être vu parfois par des gens comme fuite en avant, hein, comme quand ton petit-fils, si j'ai bien compris, qui s'inscrit en tant que micro-entrepreneur parce que la société, elle a chié. Donc, autant que j'y aille tout seul et je me lance. Et je pense qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui sont un petit peu lancés là-dedans en disant, franchement, c'est à chier. Peut-être qu'à un moment dans leur vie, ils ont essayé de lancer quelque chose tout seul. Ils n'ont pas senti le besoin de s'inscrire dans une organisation. Parce que je pense que ce n'est pas trop ce qu'on nous a appris, que c'est l'organisation qui a fait les choses, mais que c'est plutôt les personnalités qui les menaient. Et donc, à quoi bon rajouter une personne qui n'a pas réussi à mobiliser tout le monde? Ils se disent, à quoi bon se rajouter à une organisation si je ne suis pas capable de tout faire basculer moi-même? Ce qui est une sorte, ce n'est pas un individualisme méchant, en fait. C'est en fait, je ne peux pas tout changer tout seul, donc je vais servir à rien. Je pense, voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de, effectivement, la grande menace qui est perçue par beaucoup de jeunes maintenant, même, on va dire, plus jeunes que moi. Encore là, c'est le climat. Et le climat, il n'y a pas encore la perception de, c'est un modèle économique de production qui pollue, en fait. Donc, on a, en fait, une militance qui va s'inscrire pour essayer de détruire des entreprises dans lesquelles des gens ne travaillent pas. Ce qui fait que il n'y a pas ce regroupement au sein d'une entreprise des travailleurs qui pourraient en prendre possession potentiellement. Il y a juste une envie de destruction, en fait. Il y a peut-être parfois justement des problèmes de communication entre des organisations comme Youth for Climate, la jeunesse pour le climat, Greenpeace et les syndicats, parce que parfois les organisations qui luttent pour le climat sont en confrontation directe avec des travailleurs, en fait, qui sont là en fait pour gagner leur pain et à qui on pourrait dire parfois choisis de travailler ailleurs, t'es un traître, en fait. T'es un traître à la planète. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de, peut-être une confrontation entre cette nouvelle menace. Et à l'époque, on voit bien, c'est très centré, comme tu le disais, sur l'emploi
Et voilà, c'est des hypothèses que j'ai. Après, je ne sais pas si les gens sont moins réceptifs ou si on est plus nul à mobiliser. Il me semble, mais peut-être je me trompe moi, mais que les auto-entrepreneurs sont très en demande en fait d'aide monter leur auto-entreprise, parce que même si c'est des statuts facilités, etc., ça demande quand même un peu de coude, en particulier quand on est hostile aussi administratif, de créer ce genre de statut et de savoir comment on fait rouler une micro-entreprise. Et le paradoxe pour moi, c'est qu'au lieu que ce soit une collectivité de co-travailleurs aidants qui va t'aider à faire ça, c'est la boîte, c'est Deliveroo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le collectif qui va devenir pour t'aider à mettre le pied à l'étrier, à comprendre comment ça fonctionne, etc., on pourrait dire que quand un jeune apprenti arrive dans une usine, on va lui expliquer comment ça marche. Ben là, la formation, enfin, l'accompagnement, il est fait par des gens qui sont organisent cette formation pour ta plus grande précarité. Si je suis dans une autre vie, j'ai présidé l'université Paris 8. Paris 8, c'est l'ancien Vincennes avec de beaux restes du point de vue idéologique. Or, c'est pas moi, mais c'est moi quand même, je me prête à l'université. J'ai été en tout cas inauguré des journées de travail organisées par les collègues d'économie-gestion sur les auto-entrepreneurs, et je peux vous dire que c'était des amphis archi pleins. C'était pour les premiers cycles. J'ai écouté un peu, ça aurait pu être pire. Le gars qui faisait le truc, on disait, mais réfléchissez bien, parce que voilà les avantages du salariat. Mais alors je ne sais pas s'il faut que je dise il y a hélas ou il y a heureusement. Je constate que je ne leur ai pas dit prenez la porte. Alors en même temps, il y avait des cours de nos camarades économistes qui faisaient des choses tout à fait très bien dans une salle où il y avait 4 personnes. Hein, c'est pas chacun dit sa vie. Mais et je dois dire qu'à l'époque où je suis venu inaugurer ou saluer à la fin, les trucs qu'on fait, je n'étais pas tout à fait consciente de ce que j'étais en train de faire. C'est pas le sujet de l'histoire, mais ce que je laissais faire, ce à quoi je participais. Alors, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Je ne sais pas. Mais non, c'est aussi pris en charge par l'enseignement supérieur sans nécessairement. Si Deliveroo ne donnait pas ce service, les gens demanderaient naturellement aux gens, mais du coup, ça veut dire qu'ils se rencontreraient entre eux, ils seraient à parler des contrats. Ouais, bon, déjà, il faut éviter que les gens discutent entre eux. Effectivement, Deliveroo essaye toujours de garder un cadre très vous pouvez vous débrouiller tout seul. Sur la santé, prenez votre mutuelle, en fait. Et en fait, Deliveroo finit par passer des accords avec des entreprises privées d'assurance pour ensuite les proposer aux livreurs. Je pense que ça, c'est principalement lié au fait que la personne qui vient postuler à Deliveroo, elle vient chercher du taf, en fait. Et on lui dit, il faut prendre le statut de micro-entrepreneur. Et les gens, ils sont là, genre, ah bon. Et genre, à l'époque, on te faisait signer ton contrat, et après, tu faisais ton statut de micro-entrepreneur. Et dans mon cas, après, tu achetais ton vélo, d'ailleurs. Donc, en fait, tu n'as rien, mais c'est juste, tout le monde te dit, le taf, il est là, en fait. Donc, il y a. Ouais, pardon, vas-y. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs auto-entrepreneurs. C'est-à-dire, ce que tu vis, ce que tu as vécu concrètement, c'est la forme la plus exacerbée, je dirais, de l'auto-exploitation. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que chez les jeunes, justement, qui ont fait des études, etc., et c'est le cas de mon fils, c'est un choix. Lui, il a décidé de quitter le CDI, de quitter y compris un travail durable à l'université, pour être libre, en apparence, de toute contrainte patronale, etc. Mais c'est un leurre, évidemment, on discute depuis. C'est pire qu'un statut libéral. Ah, mais absolument. Parce que si tu veux, ce qui est socialisé, si tu veux, dans une entreprise, qu'on ne voit pas, mais la préparation de la fiche de paye, la gestion des cotisations sociales, toute une série de choses comme ça sont prises en charge, si tu veux, par le collectif, quelle que soit sa nature. Or, quand tu es auto-entrepreneur, il faut que tu te fasses tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu te fasses de la comptabilité, il faut que tu te fasses etc. Tu as toute une série de charges
enfin de charge de travail, qui sont socialisés habituellement, qui là se reportent sur la personne. Et alors après, la question, c'est comment on prend en charge cette aspiration-là? Parce que quelque part, il y a une aspiration. C'est comme moi, c'est pour ça que je trouve ce qu'a fait Vaillant Couturier en 5 est assez remarquable, parce que poser la question du jeu, comme tu l'as dit, dans une période où on avait quand même tendance à l'époque, un peu que j'ai pu lire dans les pratiques du Parti communiste ou des organisations ouvrières, hein, en général, si tu veux, la dimension individuelle, elle était quand même complètement écrasée. Et que donc, que Vaillant Couturier ait le génie, entre guillemets, de mettre l'accent sur l'individu et sur la singularité des aspirations de chaque personne, c'est un retour à Marx. Alors là, je le dis parce que malheureusement, il y a eu des lectures atroces de ce qu'a pu pratiquer, en tout cas, quelle était la démarche profonde de Marx, c'est-à-dire cette reprise en compte. Marx, lui, il parle d'émancipation des individus jusqu'au bout, des individus. Et le collectif est un outil qui est mis au service de ça, et pas ce qu'on a raconté pendant plusieurs décennies de ce point de vue. Et ce qui veut dire que quelque part, et tout ce qu'il a écrit d'ailleurs sur ce que fait émerger, je dirais, l'exploitation capitaliste, la logique capitaliste, évidemment, c'est elle qui a accéléré aussi, alors parce qu'il faut regarder l'évolution, je dirais, des comportements humains sur longue période. Et c'est vrai que l'individuation, c'est-à-dire la montée en puissance de l'individu, c'est quand même quelque chose qui s'est accéléré, mais à grande vitesse, dans les périodes récentes. Marx, lui, avait restitué à la fois, je dirais, le rôle des peuples dans le mouvement d'émancipation et dans les conquêtes sociales, mais en même temps, il avait aussi le génie, je dirais, de voir à monter en puissance cette figure de l'individu. Ce qui nous pose un problème sur le plan politique. Parce que habituellement, on s'appuyait sur, je dirais, un rapport de classe et tout un travail sur cette dimension-là, qui n'est pas forcément remis en question, mais qui nécessite, je dirais, qui exige, je dirais, un niveau de travail pour reconstruire du lien entre les individus et reconstruire du collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dimension collective a été plus ou moins détruite, y compris à notre corps défendant. Et qu'aujourd'hui, reconstruire l'intérêt de l'action collective, l'intérêt du faire ensemble, et rappeler que finalement, sans les autres, on n'existe pas, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de travailler en profondeur. Parce qu'après, ça a aussi des implications sur la conception de la démocratie, sur la conception, je dirais, de la place des uns et des autres dans ces processus. Et moi, je trouve assez extraordinaire, après une période où on avait quand même le sentiment, quand on s'engageait, d'être pris, je dirais, dans un tourbillon collectif, assez extraordinaire aujourd'hui de régénérer la dimension, finalement, de créateurs que l'on porte tous de manière individuelle. De ce point de vue, bon, je renvoie à tout le travail assez extraordinaire que fait Friot, même si je ne partage pas tout ce qu'il dit, mais sur la revivification, je dirais, il redonne une certaine fierté à tous les créateurs. Il fait de tous les hommes et toutes les femmes des créateurs. De tous les jeunes. Je vais réévaluer un petit peu les organes. On n'a évidemment aucun moyen de savoir quel a été le devenir politique de ce qui se passe à l'intérieur du livre. Je vous ai dit, ce n'est pas en tant que jeune, c'est des années. Bon, ça n'a pas fait 36. On peut se dire que peut-être que ça les a été à Biamoto municipal, écrit municipal, etc. Mais au total, sachant qu'on a un processus organisationnel qui est en train de patiner, puis qu'il y a ce livre au milieu qui parle des individus, ce n'est pas parce qu'il y a ce livre que ça va se débloquer, c'est parce que Laval arrive au pouvoir, que le fascisme a orienté. Donc, et par ailleurs, le Front populaire, on avait écrit dans un bouquin qu'on avait fait avec Michel Marguerin sur le Front populaire, c'est vrai, on était parti des photos qui disent Front populaire, hein, l'homme avec l'enfant sur les épaules dans la manif, ou le couple sur un tandem. Et alors, c'est des jeunes photographes qui ont inventé de manière absolument géniale
de dire le mouvement, de dire le nom. Mais on disait que finalement, ces photos qui, pour nous, disent à l'évidence Front populaire, on n'a pas besoin de les chanter. C'est des photos qui nous montraient l'individu heureux, le bonheur d'être jeune. Et en même temps, c'est des photos où qui ne laissaient transpirer aucun individualisme parce que, d'une certaine manière, encore une fois, c'est de la représentation, c'est de la photo, je ne suis pas en train de dire. Mais dans cette représentation, ceux dont le visage a quelque chose de fort, ce quelque chose de fort, il était la résultante de la lutte collective. Donc, c'était une manière, je crois que le Front populaire a été un puissant mouvement d'articulation, d'individuation qui n'était pas possible dans la situation où ils écrivent, eux, ils n'ont rien. Et d'un seul coup, on peut partir à deux sur un tandem parce qu'on a des congés payés. Il y a un rapport au temps qui se modifie et donc la place de l'individu, enfin, sa capacité de vivre le présent. Donc, collectif individu, oui, théoriquement, on voit bien, mais après. Et peut-être un mot, là, pour revenir sur ce que tu disais, je voudrais quand même mettre l'accent, c'est pas encourageant ce que je vais dire, très bien, mais je crois que c'est la fin, alors on va finir sur du pas encourageant. Les périodes, contrairement à ce que croyait le Parti communiste des années 20, les périodes de crise ne portent pas en elles la mobilisation et la révolution. Les périodes de crise sont des périodes d'effacement. La période la crise frappe la France en 1931, entre 30 et 1934, les grèves sont à l'étiage. C'est-à-dire quasiment au niveau zéro. Il y a quelques mobilisations à droite, mobilisation des contribuables sur les problèmes fiscaux, quelques mobilisations paysannes, c'est plutôt à la droite de l'échiquier qu'à la gauche. Et quand est-ce qu'il y a un retournement qui s'opère, c'est sur la base politique. C'est 1934, quand le fascisme, on croit que le fascisme est aux portes, c'est février 1934, et c'est à partir de cette puissante mobilisation qui s'opère sur la défense de la République, le 12 février 1934. Moi, j'ai écrit, bon, quand on écrit, on peut se permettre, mais j'avais écrit ceux qui sont descendus dans la rue, ben, ils y restent. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ils vont se coucher. Hein. Mais la mobilisation collective, à la fois antifasciste et pour une part anti-crise, se développe après le 6 février 1934. Il y a eu cette espèce de. D'un seul coup, ils ne s'étaient jamais vus aussi nombreux dans la rue, quoi, dans la France entière, hein, le 12 février 1934. Et donc, la mobilisation anti-crise, elle est consécutive. Cette mobilisation politique, alors on a cherché par l'équivalent, on ne va pas trouver. Hein. Et ça ne touche absolument pas, c'est les travailleurs de l'État hein, et c'est la fonction publique. Il faut attendre. Les grèves de 1936, ça éclate comme un coup de tonnerre dans un ciel serein après la victoire. Donc l'articulation crise et mobilisation, je dirais, hélas, est loin d'être. C'est plutôt les périodes où, je dirais, secrétaire de force ouvrière, il y a du grain à moudre, qu'on a une montée des luttes. Et à la montée des luttes, comment dans la lutte l'individu et le collectif s'articulent. Je crois que ça se pose en des termes tout à fait à redéfinir. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut prendre en compte ces questions-là. Vous imaginez bien que je ne sais pas la réponse. J'ai une interrogation comme ça. Le lieu du débat politique à l'époque, et finalement l'entreprise, le travail. Beaucoup de fêtes. Les fêtes sont un lieu de politique. Les fêtes que toutes les organisations, alors, ça monte en 1934, c'est un lieu de politisation. Les bourses du travail sont un lieu de politisation. Les bourses à la maison du peuple et les entreprises. Mais attention, hein, l'entreprise, c'est pas notre entreprise. Quand il y a des grèves, c'est du lockout. Donc, le lieu de mobilisation, c'est plutôt le bistrot que l'entreprise parce qu'il y a du lockout. Ça n'empêche pas le débat quand même. Non, ça n'empêche pas le débat. Non, je sais bien. Mais non, les lieux de socialisation politique, c'est les paroisses polycatholiques qui sont autoritaires. Du côté du mouvement ouvrier, oui, les moments de grève.
Mais encore une fois, les bourses du travail, les maisons du peuple, les maisons des travailleurs, enfin, il y a divers, sont des lieux où il y a quand même une intense activité, on dirait, d'éducation populaire à dimension de politisation familiale de surcroît, ce qui est important. Non, parce que... C'est bien ça. Je termine après. On faisait nos réunions dans les bars et en fait, on ne se rappelait plus de ce qu'on faisait. Posez la question, quel regard on avait la jeunesse, les anciens, mais moi, la question que je me pose, c'est où sont les lieux de débat politique aujourd'hui? Moi, j'y vais de temps en temps. C'est les réseaux sociaux, tu vois. C'est des forums. C'est des forums où c'est des gens qui ont des places, enfin, qui ont des noms. C'est pas leur nom, quoi. Et c'est pas leur photo. Et en fait, là où, quand on est là de visu, et je me dis, je vais réfléchir avant de dire la plus grosse connerie de la Terre. Les réseaux sociaux, tu balances, mais. Et souvent, ce qui va bien marcher, c'est la haine aussi. Oui. Ça facilite pas mal. Mais tu vois, chez les livreurs, en gros, il a fallu travailler énormément pour que certains groupes, donc Telegram, un truc genre WhatsApp, des discussions groupées, en gros, on est exclu ce qu'on appelle les trolls, donc les gens qui cachaient la discussion et qui souvent, en fait, ont quand même une idée derrière la tête. Hein. C'est souvent des gens d'extrême droite. Et il a fallu longtemps, en fait, avant que pour commencer à le faire en se disant, en vrai, ouais, tout le monde a le droit de parler, mais toi, ferme ta gueule. Et finalement, le virer, bon, au moins, c'est bien, on est à un clic de le virer. On devient un peu comme le patron de Deliveroo. Mais c'est compliqué. En vrai, les débats, ils perdent énormément de qualité, je trouve. Après, c'est vif, il y a beaucoup de gens, ça échange rapidement, mais c'est jamais l'idée la plus réfléchie qui va dominer. C'est à discussion éclair, on demande une solution éclair. Mais tu vois, là, finalement, je comprends, je t'ai mal répondu. Parce que là, tu parles d'un échange, alors je ne sais pas ce que tu as d'idée, c'était au milieu. Il y en a un peu. Mais en fait, moi, tu m'as dit débat, et moi, je t'ai répondu sur socialisation populaire. Et au sein de cette socialisation populaire et ouvrière, il y avait des éléments de politisation sans qu'on soit dans un débat. C'est peut-être justement ces formes de socialisation qui je sais pas, elles ne sont pas disparues, qui sont d'une toute autre nature. Je pense que les militants qui ont l'habitude de discuter comme ça, là, aujourd'hui, en face à face, on a un grand retard, en fait, sur l'utilisation des réseaux sociaux. En fait, la CGT, réseau social, faut voir, quoi. La CGT communique, ça commence à peine à prendre sur Twitter, Facebook, et c'est encore ridicule par rapport à la taille de l'organisation. Et ce qui fait qu'en fait, on rate tout un public, tout le public qui est jeune, quoi. Et pourtant, il y a des messages qui leur sont adressés, mais on a complètement raté ça. Ce qui fait qu'en fait, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas méchants, peut-être que ça facilite un peu la haine, et je disais peut-être en raccourci que c'était un endroit où il n'y avait pas forcément d'échange de réflexion, mais c'est peut-être aussi parce que ceux qui avaient l'habitude de réfléchir et de discuter entre eux, ils ont oublié d'y aller directement. Et c'est peut-être pour ça que c'est devenu un lieu comme ça où c'est pas terrible. Ouais, il faut y aller. Il n'y a pas que ça, parce que bon, il y a de tout, mais c'est le mode d'échange compliqué. Je veux dire, en gros, tu es tout seul face à ton téléphone ou ton ordi, tu as pris ton texte, et après, tu en as un autre qui va répondre, mais ça va partir dans d'autres directions. À un moment donné, tu as du mal, je trouve, à approfondir une seule et même idée. Et il faut une certaine discipline quand tu échanges. Toi, quand on est de visu comme ça, on a creusé le sillon de la jeunesse, là, on n'est pas parti sur autre chose. Je trouve que dans les échanges sur les réseaux sociaux, il n'y a pas cette discipline minimum. Je pense qu'on peut y arriver. Il y a vraiment des forums maintenant où il y a des règles très strictes. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui sont en temps plein, qui sont des modérateurs. En fait. Et ça demande un temps de fou, parce qu'en fait, tu es constamment attaqué par des gens qui ne sont pas forcément de ton bord politique. C'est un jeu. Hein. Moi, je suis déjà allé sur des Facebook d'extrême droite pour faire le troll de gauche. Ouais. Bon, on est beaucoup moins nombreux de ce côté-là vers le leur que l'inverse. Donc, et puis après, c'est jamais très fier de ce que tu as fait. Genre de pensée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par exemple, les questions raciales,
sur les réseaux, il ne faut pas se voiler la face non plus sur le fait que les Twitter, Facebook et compagnie, ils tolèrent les buzz, mais pas tous les buzz, et pas n'importe quel buzz, et pas dans n'importe quelle façon. Et rapidement, en fait, assez rapidement, tu touches au bout.